Octobre 1973, une guerre de moins de 3 semaines qui va littéralement secouer le monde. La guerre du Kippour, un nom qui résonne encore très fort aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas seulement redessiné la carte stratégique du Moyen-Orient, non, elle a fait bien plus. Elle a brisé le mythe d'une armée qu'on croyait invincible. Et surtout, aussi étrange que ça puisse paraître, elle a ouvert la voie à la paix. Allez, on plonge ensemble au cœur de ces 19 jours qui ont absolument tout changé. J'ai peur d'une troisième destruction du temple. Ces mots sont terribles. Et ils ne viennent pas de n'importe qui. C'est Moshe Dayan qui les prononce. Le général avec son célèbre cache-œil. L'icône, le héros de la victoire écrasante de 1967. Quand il dit ça, il ne parle pas juste de perdre une bataille. Non, c'est bien plus profond. C'est une angoisse existentielle. La peur pure et simple de voir Israël disparaître. Ça vous donne une idée de l'état de choc, du désarroi total qui a frappé le commandement israélien dès les premières heures du conflit. Et voilà la question centrale, celle qu'on va essayer de démêler ensemble. Comment est-ce possible ? Comment cette armée israélienne, auréolée de sa victoire incroyable de 1967, a-t-elle pu être surprise à ce point, se retrouver au bord du gouffre ? Pour comprendre ça, il faut qu'on remonte un peu le temps, qu'on rassemble les pièces d'un puzzle assez complexe, celui d'un incroyable aveuglement collectif. Avant l'attaque, tout commence par un état d'esprit. Et en Israël, à ce moment-là, cet état d'esprit, c'est celui d'une confiance absolue. On pourrait même parler d'arrogance, une arrogance née de la victoire de la guerre des 6 jours. Et c'est justement cet excès de confiance qui va créer, sans que personne ne s'en rende compte, la plus grande faille de sécurité de toute l'histoire du pays. Ok, remettons-nous dans le contexte d'après 1967. Israël se sent littéralement invincible. Le pays est protégé par des coussins de sécurité énormes, le désert du Sinaï pris à l'Égypte et le plateau du Golan pris à la Syrie. Et pour couronner le tout, le long du canal de Suez, on a construit une fortification colossale, la ligne Bar-Lev, un mur de sable et de béton réputé imprenable. Mais pendant ce temps, en Égypte, le nouveau président, Anwar el-Sadat, a un énorme problème. Il doit restaurer la fierté de son peuple. Et pour lui, il n'y a qu'une seule option, la guerre. Il le dit haut et fort, il est prêt à sacrifier 1 million de soldats pour reprendre le Sinaï. Une menace que personne, absolument personne en Israël ne prend au sérieux. On hausse les épaules, on se dit que c'est du bluff. Mais alors, les services de renseignement, le fameux Mossad, le renseignement militaire, ils sont où ? Ils sont réputés parmi les meilleurs du monde. Comment ont-ils pu être aussi aveugles ? Eh bien, la réponse tient en un seul mot, un concept, la conception. Attention, ce n'est pas juste une doctrine militaire, c'est bien plus que ça. C'est un véritable prisme mental, une sorte de paire de lunettes qui déforme la réalité. Un ensemble de certitudes si profondément ancrées qu'elles ont rendu l'ennemi et ses intentions invisibles. Et cette conception, elle était d'une simplicité désarmante. En gros, l'idée c'était que l'humiliation de 1967 avait tellement traumatisé les armées qu'elles étaient devenues techniquement et psychologiquement incapables de lancer une vraie guerre. Du coup, quand des rapports signalaient des mouvements de troupes énormes à la frontière égyptienne, la réponse était automatique. Oh, ce ne sont que des exercices militaires. Pour les analystes israéliens, la guerre était tout simplement impossible, donc tout ce qu'ils voyaient ne pouvait être que du bluff. Et cette doctrine en béton armé reposait sur 3 piliers, presque des dogmes. Premièrement, la Syrie est trop faible, elle n'attaquera jamais sans l'Égypte, c'est logique. Deuxièmement, l'Égypte, elle, n'attaquera pas tant qu'elle n'aura pas une aviation et des missiles capables de rivaliser avec Israël. Sans ça, pas de guerre. Ça semble logique aussi. Et enfin, troisièmement, quand Sadat a viré les conseillers soviétiques en 1972, ça a été vu comme un signe de faiblesse, la preuve que son armée était perdue. Chaque pilier pris séparément paraissait solide, mais tous ensemble, ils ont construit un véritable mur d'aveuglement. Et puis, on arrive au 6 octobre 1973. En Israël, c'est Yom Kippour, le grand pardon, le jour le plus sacré du calendrier juif. Le pays est à l'arrêt, silencieux, les soldats sont en permission. Et de l'autre côté, dans le monde musulman, c'est le Ramadan. Bref, le timing est parfait pour une attaque surprise. Elle est lancée sous le nom de code Badr, du nom d'une victoire historique et fondatrice de l'islam. Le symbole est extrêmement fort. Regardez cette synchronisation, c'est de l'horlogerie. À 14h pile, la guerre éclate. Sur 2 fronts, en même temps. Au sud, l'aviation égyptienne bombarde les bases israéliennes pendant qu'un déluge d'artillerie s'abat sur la ligne Bar-Lev. Et au même instant, au nord, des centaines de chars syriens déferlent sur le Golan. 5 minutes plus tard, à 14h05, les premiers commandos égyptiens traversent le canal de Suez. La surprise n'est pas totale, elle est absolue. En l'espace de quelques minutes, la conception vient de voler en éclats. Le réveil est d'une brutalité inouïe. Non seulement le renseignement s'est complètement planté, mais sur le terrain, toute la doctrine militaire israélienne basée sur la supériorité des tanks et de l'aviation va être balayée. Ce n'est pas une mauvaise surprise qui les attend, mais une série de claques tactiques. On va en voir 4. Première surprise, et quelle surprise, la fameuse ligne Bar-Lev, ce mur de sable gigantesque jugé infranchissable, est percé en à peine quelques heures. L'arme secrète des Égyptiens ? Des explosifs surpuissants ?
Non, bien plus simple, des pompes à eau. Oui, vous avez bien entendu, des pompes à eau à très haute pression qui ont tout simplement liquéfié le sable et créé des brèches. Une solution low-tech d'une efficacité redoutable. Deuxième surprise, et là c'est une véritable révolution sur le champ de bataille. Les chars, les rois du désert, la fierté de l'armée israélienne se font décimer. Les contre-attaques blindées se heurtent à un mur de feu. Pourquoi ? L'infanterie égyptienne a été équipée en masse de missiles anti-chars soviétiques, les Seiger. Ces petits missiles filoguidés transforment un simple soldat à pied en un redoutable tueur de chars. Le rapport de force est complètement inversé. Troisième surprise. Le ciel, qui était le domaine réservé d'Israël, devient un piège mortel. Son atout maître, son aviation surpuissante, est clouée au sol. Ou presque. Les armées arabes ont déployé ce qu'on appelle un parapluie de missiles solaires soviétiques. Un réseau très dense et mobile, avec notamment les fameux SA-6. Pour un pilote israélien, s'approcher du front, c'est une mission suicide. Et au sol, les soldats dans leurs chars ne peuvent plus compter sur leur appui aérien. Ils sont seuls. Après une semaine de chaos absolu, Israël réussit enfin à stopper l'hémorragie. Au nord, l'offensive syrienne est finalement contenue et repoussée. Le centre de gravité de la guerre bascule alors complètement au sud, dans le Sinaï, et c'est là que tout va se jouer. Non pas à cause d'une manœuvre militaire au départ, mais d'une décision politique qui va s'avérer fatale. Au Caire, c'est l'heure du dilemme stratégique. D'un côté, vous avez les généraux, les militaires, qui prônent la prudence. Ils disent « on a réussi notre coup, on a traversé le canal, maintenant on consolide nos positions ici, à l'abri de notre parapluie de missiles ». De l'autre côté, il y a le président Sadat, le politique. Lui, il veut pousser plus loin dans le Sinaï, pour aider les Syriens qui sont en grande difficulté sur le front du Golan. Prudence militaire contre audace politique. Et c'est le politique qui l'emporte. Sadat ordonne à ses armées d'avancer. Le 14 octobre, l'offensive est lancée. Et le résultat est un désastre total. En sortant de la zone protégée par leurs missiles, les blindés égyptiens deviennent des cibles parfaites, à découvert, pour l'aviation israélienne qui n'attendait que ça. C'est un carnage. Près de 250 chars égyptiens sont anéantis en quelques heures. C'est le véritable tournant de la guerre. Et cette erreur monumentale, il y a un homme qui va l'exploiter avec un génie tactique incroyable, le général Ariel Sharon. Son plan est d'une audace folle. Il va faire ce que les Égyptiens croyaient impossible, retraverser le canal, mais dans l'autre sens. Il s'infiltre dans une faille entre deux armées égyptiennes, traverse le canal, prend à revers les batteries de missiles qui ne s'y attendaient pas, établit un pont et fait passer ses propres chars. Résultat, il encercle toute la 3e armée égyptienne. En quelques jours, la situation s'est inversée. Le chasseur est devenu le chassé. La guerre s'arrête donc sur une situation complètement paradoxale. Les chars israéliens sont en territoire africain, menaçant le Caire, mais une partie de l'armée égyptienne est toujours en territoire israélien, dans le Sinaï. C'est un match nul sanglant. Pourtant, l'essentiel n'est plus militaire. Le véritable séisme, la vraie onde de choc, elle est politique, économique et surtout psychologique. Mais avant d'analyser ça, il faut parler du coût humain. En moins de 3 semaines, des dizaines de milliers de morts et de blessés. Pour un petit pays comme Israël à l'époque, les 2600 morts représentent un traumatisme national immense. Pour donner un ordre d'idée, proportionnellement à la population, c'est un choc plus lourd que la guerre du Vietnam pour les États-Unis. L'onde de choc est planétaire. D'abord, en Israël, c'est un tremblement de terre politique qui mène à la démission de la première ministre Golda Meir. Ensuite, au niveau mondial, les pays arabes utilisent pour la première fois une nouvelle arme, le pétrole. C'est le premier choc pétrolier qui plonge l'Occident dans la crise. La tension est aussi à son comble entre les États-Unis et l'URSS qui frôlent l'affrontement direct. Mais le changement le plus important, il est dans les têtes. Le mythe de l'invincibilité d'Israël est mort et enterré pour de bon. Et c'est là qu'on arrive à l'incroyable paradoxe de cette guerre. Justement parce qu'elle a été si sanglante, si dure pour tout le monde, elle a rendu la paix possible. En brisant l'arrogance israélienne et en restaurant l'honneur arabe, elle a créé une sorte d'équilibre de la douleur. Pour la première fois, les deux camps pouvaient se regarder dans les yeux et négocier d'égal à égal. Et c'est cette guerre qui va directement mener à la visite historique de Sadat à Jérusalem, puis aux accords de Camp David, et enfin au traité de paix de 1979. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une réflexion un peu troublante. Finalement, cette guerre n'a pas eu de vainqueur clair. Les Égyptiens ont remporté une victoire politique éclatante, les Israéliens ont fini par gagner militairement sur le terrain. Alors est-ce que cette absence de victoire totale, ce match nul sanglant où chaque camp a pu sauver la face tout en mesurant le prix terrible du conflit, est-ce que c'est parfois la condition nécessaire pour qu'une paix durable puisse enfin voir le jour ? C'est peut-être ça la leçon la plus profonde et la plus dérangeante de la guerre du Kippour.